retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Paulin Mouroula, expert en évaluation économique des grands projets d'infrastructure, et de notre éditorialiste Alfred Chongo. Tout de suite, le dossier du jour. Long de 752,7 km, le chemin de fer Éthiopie-Djibouti relie la capitale éthiopienne Addis Abeba à la ville portuaire de Djibouti au bord de la mer Rouge. Une ligne entièrement électrifiée, opérationnelle depuis le début de l'année 2017. Objectifs principaux, désenclaver l'économie éthiopienne et doper les échanges commerciaux avec Djibouti. Marcel Fabamaroun. Après 4 ans de travaux, l'Éthiopie a mis en service une ligne ferroviaire reliant Addis Abeba, la capitale, à la ville portuaire de Djibouti. Cette importante infrastructure ferroviaire a pour objectif de désenclaver l'économie éthiopienne et de doper les échanges avec le voisin djiboutien. Inauguré le 5 octobre 2016, le chemin de fer Éthiopie-Djibouti permet désormais de se déplacer d'Addis Abeba à la ville portuaire de Djibouti en l'espace de 10 heures. Cette ligne de 750 km est opérationnelle depuis janvier 2017 après une période de test de 3 mois. Quelles sont les ambitions des autorités djiboutiennes et éthiopiennes pour le secteur des transports ferroviaires des deux pays? Quels sont les résultats attendus et quels effets sur les échanges commerciaux? À l'origine, l'Éthiopie et Djibouti étaient reliés par une ligne ferroviaire construite entre 1897 et 1917, avant d'être inaugurée le 9 mai 1917. Son exploitation prendra fin en 2010 en raison de la lenteur et de fréquents déraillements notés sur le tronçon. Mais en 2013, grâce à une situation économique jugée favorable, les gouvernements éthiopiens et djiboutiens conviennent de reprendre la construction de la ligne ferroviaire entre les deux capitales. Désormais, nous ne nous inquiétons plus du temps que les transports des marchandises vont prendre à partir du port de Djibouti. Maintenant, il est plus facile de transporter les produits alimentaires avec ce train. Auparavant, on pouvait rester 3 à 4 mois avant de les recevoir. Cela va définitivement changer. Longue de 752,7 km, cette nouvelle ligne électrifiée devrait permettre de faciliter le transit de 90% des importations éthiopiennes passant par le port de Djibouti. En termes de logistique, cela va améliorer de façon significative le temps de transport des marchandises et réduire aussi le coût. Cela va booster notre performance économique, particulièrement dans le secteur des exportations. Cette infrastructure ferroviaire se veut également une vitrine de la technologie chinoise sur le continent. En effet, Addis Abeba et Djibouti ont reçu un soutien financier et technique de la Chine. D'un montant de 3,4 milliards de dollars, le financement de la ligne ferroviaire Éthiopie-Djibouti a été effectué à 70% par Exim Bank of China, tandis que la China Railway Group et China Civil Engineering Construction Corporation ont été désignés comme maîtres d'œuvre du nouveau chantier ferroviaire. Nous formons des ingénieurs civils, mécaniques et des chemins de fer électriques dans plusieurs universités en Russie, en Chine et à Addis Abeba. Ils commenceront bientôt à travailler avec la précieuse expérience chinoise. Notre ambition, c'est d'être autonome dans le cadre de la construction des infrastructures dans notre pays. L'exploitation de la ligne ferroviaire est assurée par Ethiopian Railways Corporation et la société djiboutienne de chemin de fer. Le train Addis Abeba-Djibouti est la première étape d'un vaste chantier ferroviaire pour lequel l'Éthiopie entend construire 5000 km de voies ferrées d'ici à 2020. L'objectif est de connecter cette ligne avec le Soudan via Mekele, le Kenya via Moyale et le Soudan du Sud via Gambela. C'est une partie du réseau transferroviaire africain qui permettra de relier l'Éthiopie aux autres pays voisins. Il permettra également de minimiser le coût et le temps du transport, réduisant ainsi la pollution car il utilise des énergies renouvelables. De façon plus étendue et à plus long terme, le train Éthiopie-Djibouti constitue le point de départ d'une ligne ferroviaire transafricaine de Djibouti à l'est jusqu'au golfe de Guinée sur la côte ouest de l'Afrique. Un projet d'autant plus ambitieux puisque le tracé prévoit de passer par le Soudan du Sud et la Centrafrique, deux pays actuellement instables. Paulin Mouroula, ce type d'infrastructure, ce chemin de fer, il est nécessaire pour désenclaver un pays comme l'Éthiopie? Pour commencer, je dirais bravo à l'Éthiopie et à Djibouti. On ne peut pas penser un développement, et ça je l'ai dit toujours pour l'Afrique, sans les préalables des infrastructures. Les infrastructures des transports, l'énergie,
les télécoms et bien sûr les infrastructures sociales. Pour les transports, à la fois ça participe à la réduction des coûts, mais aussi c'est un des éléments d'attractivité pour un pays. Bien évidemment, pour l'Éthiopie, c'est encore beaucoup plus nécessaire, compte tenu de son enclavement depuis l'indépendance de l'Érythrée, pour avoir l'accès à la mer et donc pouvoir réaliser ses exportations et ses importations. Il ne faut pas oublier que l'Éthiopie a une des croissances la plus élevée aujourd'hui sur le continent et même au monde. Il y a plusieurs entreprises qui délocalisent aujourd'hui en Éthiopie. Et donc, sans un moyen de transport efficace des masses avec un coût raisonnable, l'Éthiopie ne peut pas conserver son leadership sur ce point-là. Effectivement, l'Éthiopie a besoin de ces moyens de transport pour son développement, déjà pour l'accompagner, mais aussi c'est un des éléments qui favorise et qui accompagne l'industrialisation du pays, puisque si je comprends bien, tout au long du corridor de ces chemins de fer, on peut construire des pôles de développement, des pôles industriels et avec les effets multiplicateurs dans l'économie. Comme vous le savez, il y a des effets induits, création d'emplois, des sous-traitants, etc., etc. Et ces changements économiques, cet essor, comme vous dites, ça va toujours de pair avec ce type d'infrastructure? Mais bien évidemment, comment voulez-vous qu'un pays se développe s'il n'y a pas d'infrastructure? Comment voulez-vous que les investisseurs viennent dans un pays où ils ne peuvent pas importer, déplacer les marchandises, déplacer les gens? Ce n'est pas possible. Les coûts sont élevés et donc du coup, il n'y a pas de business à faire. Je vous donne un exemple. En Afrique de l'Ouest, parfois, quand vous êtes au Sénégal, vous voulez exporter vers l'Angola, parfois, il peut arriver que la marchandise reparte en Europe pour revenir ensuite en Angola. C'est une aberration économique. Et donc, s'il y avait un chemin de fer qui relie l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, en passant par tous ces pays-là, on n'en serait pas là. C'est une économie dynamique qui aurait beaucoup d'effets et beaucoup de biens pour ces pays. Donc, je dis bravo à l'Éthiopie, puisque là, on casse la logique du chemin de fer colonial qui consistait uniquement à faire les mines et les ports. Là, c'est notre logique. Alors, Paulin Moula, cette ligne de chemin de fer a été réalisée par une société chinoise. Vous, en tant qu'expert de grands projets d'infrastructure, que dites-vous de la qualité des infrastructures réalisées par les entreprises chinoises? Je ne me prononcerai pas parce que je n'ai pas expertisé la ligne, mais je pense que les Chinois font des belles infrastructures. J'imagine que l'Éthiopie s'est fait accompagner par des experts pour lui certifier la qualité de ses infrastructures. De ce que je comprends, c'est une ligne standard, électrifiée, qui fonctionne aujourd'hui. Bon, ce qu'on peut demander, et ce qu'on peut conseiller à nos amis éthiopiens, c'est de s'assurer que la maintenance va suivre et qu'il y aura quand même une partie d'Éthiopiens qui participent à ces projets pour acquérir des compétences, pour ne pas toujours dépendre des Chinois par la suite. Alfred, on a parlé du désenclavement de l'économie éthiopienne. Quels peuvent être les avantages pour Djibouti ? Alors, il y en a beaucoup, hein. Mais avant de revenir à votre question, je dirais que ça, c'est vraiment un coup de maître pour l'Éthiopie. Ça n'est pas innocent, cette proximité avec Djibouti. Paulin a évoqué l'Érythrée, qui a fermé l'accès à l'océan, à la mer, à l'Éthiopie. Et donc il s'agit pour l'Éthiopie, dans sa géopolitique de la région, de continuer à se démarquer de l'Érythrée, mais en tout cas à continuer à apparaître comme la puissance de la Corne de l'Afrique, qui a déjà un savoir-faire important dans l'aéronautique, dans l'aérien, qui a une industrialisation qui est en train de se mettre en marche, qui est en train de travailler dans les énergies renouvelables, la construction d'un des plus grands barrages d'Afrique et du monde, et que donc là le chemin de fer était un peu le maillon faible. Donc
pouvoir avoir cette ouverture vers Djibouti, c'était très important pour l'Éthiopie. En même temps, on voit le Qatar qui s'est retiré de ce pont entre l'Érythrée et Djibouti. C'est aussi un autre aspect de la question. Maintenant, pour Djibouti. Je crois qu'Ousmane Guelleh a réussi son coup. Dieu sait si on l'a souvent critiqué ici pour le fait qu'il s'accroche au pouvoir et tout. Il a compris une chose, c'est que Djibouti, qui concentre des bases militaires américaines, chinoises, françaises, bientôt japonaises, veut être justement cette vitrine, cette porte à partir de laquelle l'Afrique, mais plus loin encore l'Asie pourrait être en connexion, donc toutes les marchandises pourraient passer par là. La construction du nouveau port de Djibouti pour justement accueillir des bateaux de gros tonnage participe de cela. Ils rêvent de devenir un peu le Singapour des années C'est la porte de l'entrée de la Corne de l'Afrique, en quelque sorte. Mais ils sont en train de le devenir. Et toute cette politique des grands travaux va dans ces sens-là. Paul Amroula, vous êtes d'accord avec ça, avec la place stratégique de Djibouti dans la Corne de l'Afrique? Ah oui, entièrement. Et je pense que les responsables politiques l'ont bien compris. Et quand vous regardez aujourd'hui les turbulences qu'il y a dans la zone, vous verrez qu'il y a certains armateurs qui commencent un petit peu à s'éloigner d'Aden pour se rabattre vers Djibouti. Et donc Djibouti a tout intérêt effectivement à offrir des infrastructures de qualité, puisqu'il faut savoir que pour les ports, il faut la qualité, il faut la sûreté, il faut la sécurité, il faut le coût. Et tous ces éléments sont en train d'être mis en place. Alors, quand vous voyez qu'il y a d'autres ports qui sont en concurrence en Afrique de l'Est, Djibouti va se positionner comme Hinterland et tous les pays désenclavés, et donc du coup avoir une position qui fait la jonction entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors on parle de sécurité, Alfred, un problème qui se pose quand même dans cette région, c'est justement ce problème de sécurité. Là, on pense même à un projet qui pourrait s'étendre à d'autres pays comme le Soudan. Est-ce que cette situation sécuritaire ne va pas justement ralentir et bloquer ce type de projet d'infrastructure? Non, je crois que c'est pourquoi, qu'on se souvienne, il y a quelques années, dans la politique de restriction budgétaire de la France, était annoncée la fermeture de la base militaire française de Djibouti. Tout de suite, les Américains se sont engouffrés. Il reste encore quelques troupes françaises à Djibouti, mais les Américains se sont engouffrés. Les Chinois sont arrivés aussitôt. Et donc, du coup, Djibouti devient l'arrière, j'allais dire, place où les Américains et un certain nombre de puissances, n'est-ce pas, concentrent les forces non seulement de renseignement, mais d'information. Donc, la sécurité de Djibouti est assurée. Où il y avait de problèmes, c'est dans la frontière avec l'Érythrée, mais là, le Qatar vient de retirer ses troupes. Ben, il faudra combler ce trou, justement, pour éviter le retour de l'instabilité entre les deux pays. C'est pourquoi l'Éthiopie est quand même à l'affût aussi. Le Japon va bientôt construire aussi une base militaire. Dès le moment où Djibouti est en train de s'étendre, d'étendre son périmètre économique, les ports, etc., tout ce qui va s'en suivre après, cette question de la sécurité devient capitale, à la fois pour les puissances étrangères qui vont pouvoir utiliser ces ports djiboutiens, mais aussi pour la stabilité de toute la région de la Corne d'Afrique. Paul Amroula, en parlant de ce projet d'extension à d'autres pays comme le Soudan notamment, est-ce que cela vous semble réalisable en termes d'infrastructure? C'est-à-dire du ferroviaire vers le Soudan. Tout à fait, le chemin de fer qui devrait s'étendre, oui. Comme je disais au départ, je pense que l'Afrique n'a pas de choix que de réaliser des infrastructures de transport si réellement elle veut se développer. On a souvent parlé du NEPAD avec tout un schéma d'infrastructures ferroviaires, routières, etc., qui sont complémentaires. La route et les ferroviaires, c'est complémentaire. Chaque secteur a sa pertinence. Mais aujourd'hui, si on ne réalise pas les infrastructures de transport, comme nous l'avons dit, l'économie africaine n'ira pas loin. Ça, il faut se le dire. Donc ces infrastructures, oui, on peut les étendre sur d'autres pays. Et je pense que
les projets qui viennent d'être réalisés, c'est les premiers maillots qui, demain, on espère, va faire la transversale est-ouest de l'Afrique. Et par la suite, peut-être il y aura d'autres connexions, en espérant que les choses continuent dans le bon sens. L'Éthiopie a un projet de 5000 km de construction. Ouais. Il y a des projets qui avancent, ça ne peut être qu'une bonne chose. Et d'ailleurs, dans d'autres pays africains, on commence à avoir d'autres projets qui se réalisent, comme Abuja Kadno, je crois. C'est ça, voilà. Voilà. Oui. C'est un projet qui est réalisé. On a bientôt un projet au Kenya aussi qui va se réaliser. Et puis il y a des projets déjà, urbains. Je crois qu'il y a un tronçon. Voilà, Nairobi. C'est ça, voilà. Tout à fait. Oui. Et sur le plan de l'urbain aussi, il y a des projets qui avancent. Regardez le TER de Dakar, c'est un projet qui va être mis en place, qui a une certaine pertinence. Bon, il y a d'autres projets comme ça qui sont en cours. On peut citer le métro d'Abidjan qui est en cours d'études, etc., etc. En Afrique du Sud, en Angola. L'Afrique bouge, il faut accompagner ces mouvements et il faut pas penser que c'est un luxe, c'est une nécessité, c'est un besoin. Si l'Afrique veut démarrer, on ne peut pas démarrer sans infrastructure. Merci, on va terminer là-dessus. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Le gouvernement centrafricain a conclu un accord de paix avec 13 groupes armés. Le texte qui prévoit un cessez-le-feu immédiat a été signé à Rome sous l'égide de la communauté catholique de Sant'Egidio. Les différentes parties se sont mises d'accord sur une feuille de route de sortie de crise. Et au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad a rejeté ce mardi la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation, dont le texte définitif a été remis au président Ibrahim Boubacar Keïta. La CMA estime que le document final n'a pas pris en compte la question de l'Azawad et que par conséquent ne l'engage pas. Nous allons marquer une nouvelle pause. En instant, la troisième partie de l'Africa News Room.